Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous décortiquons les rouages de l'économie, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Et cela avec des experts, des témoins et des reportages. Pour nous accompagner, bien sûr, Alain Denisot, bonjour. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert. Aujourd'hui, au menu dans votre chronique. Alors nous allons parler des investissements socialement responsables. Et puis il y aura la question de l'internaute. Tout à fait, sur la croissance endogène, organique. Croissance organique, ce sera dans la deuxième partie. Et puis dans notre dossier, nous évoquerons les trophées de la paix économique remis à Grenoble. C'est une grande première organisée par GEM pour promouvoir les initiatives visant à améliorer l'épanouissement au travail. Loin d'être une notion bisounours, elle permet même, paraît-il, d'améliorer la performance des entreprises. Et puis focus sur le Chardon Bleu qui fête ses 30 ans. La chocolaterie du départ a bien grandi avec aujourd'hui 3 adresses et une activité traiteur et réception qui réalise un tiers du chiffre d'affaires. Entre innovation produit et innovation service, Jean Bossy a inventé un modèle à succès. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Alors on entend beaucoup parler ces dernières années de comportements éco-responsables ou socio-responsables. Eh bien les investissements peuvent aussi être responsables. C'est le sujet que vous avez choisi d'évoquer, Alain, avec cette notion d'ISR, d'investissement socialement responsable. Tout à fait. Alors les investissements socialement responsables sont une classe d'actifs, en fait, de support d'investissement qui répondent à toutes les autres typologies d'investissement, mais ils sont analysés selon des critères qui ne sont pas uniquement financiers, extra-financiers, autour de l'environnement, autour du sociétal, autour de la gouvernance, pour faire en sorte d'allier à la fois de la performance financière dans ces investissements, mais aussi de la performance extra-financière, finalement sur une notion qui est un peu de performance globale, c'est-à-dire finalement une entreprise, une classe d'actifs qui doit être performante dans la durée, doit allier tous ces atouts-là. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Qui sont les acteurs de ces investissements responsables? Alors les acteurs sont en fait les acteurs traditionnels, avec quelques compléments. Les acteurs traditionnels, tout d'abord, pour gérer ces fonds-là, il faut avoir des agréments, notamment les agréments AMF, Autorité des marchés financiers. Ce sont des fonds qui répondent à toutes les normes et législations en vigueur. Ils bénéficient d'une notation, qui n'est pas qu'une notation financière, mais qui est aussi une notation extra-financière, qui va s'assurer que leur gestion intègre des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, de partenariat, de respect de règles compatibles avec le développement durable et qui en font une classe d'actifs à part, qui sont investis ou gérés pour le compte des banques, des assureurs, des fonds de pension, enfin tous les acteurs traditionnels. Donc c'est le monde habituel que nous connaissons, une classe d'actifs qui se développe avec des critères qui sont extra-financiers. On entend parfois parler de finances vertes. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une illustration? C'est la même chose et un peu à côté. Dans la finance verte, on parle beaucoup de types de produits. D'abord les obligations vertes, dit les green bonds, qui visent à financer principalement des projets de la transition énergétique, notamment des énergies renouvelables. Et puis les actifs verts, qui sont en fait des produits qui visent réellement, totalement, à se focaliser sur la transition énergétique et également les énergies renouvelables. Donc au global, ces produits-là peuvent être intégrés dans des fonds ISR, mais peuvent aussi être gérés à côté ou financés à côté du système des fonds ISR. Bon, alors on sait, et on le dit souvent dans cette émission, que les enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux sont au cœur de nombreuses préoccupations. Quid du développement de ces investissements ISR? Alors ces investissements connaissent un beau développement. Il y a un mouvement de fond dans l'économiquement responsable aujourd'hui. Je crois qu'on perçoit dans tous les jours. Il y a un très beau développement qui est encore un peu clivé entre la vision que peuvent en avoir les particuliers de celle qu'en ont les gestionnaires institutionnels.
Aujourd'hui, les fonds ISR représentent environ un tiers des fonds gérés en Europe. Donc on est sur des montants qui sont tout à fait considérables. Alors ils ne répondent pas tous à tous les critères, mais un tiers d'entre eux sont labellisés ISR et donc sont principalement investis dans le compte de gestion collective par des compagnies d'assurance vie, par des banques, par des institutions. Et ça va être la partie qui va être gérée pour le compte soit de fonds de retraite, soit de placements collectifs auxquels souscrivent des particuliers, mais qui ne seront pas forcément visibles par les particuliers. À côté de cela, les particuliers sont sensibles à ce type d'investissement, mais finalement, ils restent assez méconnus. Et aujourd'hui, il y a 5 ou 6% des investissements directs des particuliers dans les produits de placement ISR qui se font. Donc on est à la fois sur un produit qui se développe réellement, mais qui a encore besoin de beaucoup de pédagogie, puisqu'en fait, aujourd'hui, tous les organismes qui proposent des fonds de placement, soit les assureurs, les banques, les sociétés de gestion, ont des fonds ISR qui sont accessibles à l'ensemble de la clientèle. Donc, un produit en développement, c'est ce que j'entends. On entend dire que parfois ces ISR, c'est juste du marketing. Est-ce qu'il y a un réel impact sur les sujets sociaux, environnementaux? Alors, il faut déjà savoir qu'il y a des labels. Il y a un label transition énergétique qui a été accordé en France par le ministère du Logement. Il y a un label ESR qui a été accordé par le ministère des Finances et de l'Économie. Il y a des agences de notation extra-financières. On va dire le pendant extra-financier d'agences comme Moody's ou Standard & Poor's. En France, on connaît Vigeo qui note les entreprises dans une approche ISR. Donc c'est quand même assez réglementé, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qui est clair, c'est que les entreprises qui sont éligibles à ces fonds ISR ne sont pas forcément toutes présentes dans tous les domaines de l'ISR parce qu'elles n'ont pas toutes les mêmes enjeux de développement environnementaux ou globaux. Beaucoup, bien sûr, sur l'énergie, mais aussi sur le choix des fournisseurs, sur le respect du travail dans les pays, on va dire, en voie de développement, notamment le travail des enfants. Donc, toutes ont des critères spécifiques, mais toutes respectent ces critères spécifiques. Et comment un investisseur peut être assuré de faire un investissement ISR? Parce qu'il y a des contrôles. C'est un système qui est régulé, et qui est régulé avec la même intensité que les fonds habituels, mais avec ces critères-là par les autorités de contrôle, et notamment l'AMF. Bon, quel avenir pour ces investissements socialement responsables? L'avenir, c'est leur banalisation. L'avenir, je crois, c'est que de faire en sorte que l'ensemble des supports, des entreprises aillent vers ce chemin-là, et que finalement, le jour où les fonds ISR disparaîtront, en étant un tout petit peu optimiste, mais je ne crois pas plus que ça, c'est que toutes les entreprises, ou la plupart d'entre elles, répondront à ces critères. Donc on est sur un chemin, mais ce chemin est bien engagé. Je pense que la prise de conscience individuelle et collective est en marche. Les investissements socialement responsables, les ISR, c'est sûr, vous en entendrez reparler, ils vont se développer. Merci beaucoup Alain pour cette découverte. Automatiser les opérations d'analyse microbiologique, c'est un enjeu économique de taille, et puisqu'il s'en réalise des millions et des millions chaque année en France. Analyse d'urine, analyse de sang, elle nécessite des étapes méticuleuses de l'ensemencement à l'interprétation, en passant par la mise en incubation. À Saint-Martin-d'Hères, le site d'Oriapol vient d'équiper une toute nouvelle plateforme de bactériologie. Elle a été imaginée par BD et c'est une grande première en France. Reportage. Chaque jour, ce sont près de 1250 analyses qui sont effectuées en microbiologie sur le site d'Oriapol. Des analyses qui peuvent parfois prendre du temps. L'entreprise a donc décidé d'investir dans une plateforme de microbiologie automatisée, un véritable gain de temps pour les médecins et leurs patients. On a amélioré la fluidique pour traiter ces milieux de culture. On a gagné à peu près 6 heures sur un prélèvement bactériologique classique. Mais surtout, en parallèle, on a investi dans ce qu'on appelle la biologie moléculaire, qui nous permet maintenant d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Si on prend par exemple une coproculture dans une diarrhée, avant il nous fallait 2-3 jours. Maintenant, on peut rendre un résultat en une demi-journée. Dans le laboratoire, les machines déposent un échantillon du prélèvement sur le milieu de culture correspondant pour ensuite y être incubés entre 18 à 72 heures. À l'issue de ce temps, les échantillons sont pris en photo puis analysés en salle de lecture. En fonction des résultats, une analyse approfondie permettra de connaître sa sensibilité aux antibiotiques, un fonctionnement qui permet aux techniciens de réduire leur temps de contact avec les bactéries. On a optimisé les flux et quelque part rendu l'atmosphère de travail plus sereine dans le laboratoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est le moins
en contact possible avec l'échantillon. Par exemple, pour une analyse d'urine négative, l'échantillon ne va absolument pas être touché depuis son arrivée au laboratoire, depuis sa mise à la poubelle. Autre nouveauté pour le laboratoire, le développement de machines en biologie moléculaire. Cet automate permet, dans un échantillon donné, de détecter une bactérie en moyenne 3 heures. La même bactérie, sur une technique classique, nécessiterait 24, voire 72 heures pour certaines des bactéries qu'on détecte sur cet automate en 3 heures. Unique en France, cette plateforme permettra de guider au mieux les médecins, car près de 70% des décisions thérapeutiques s'appuient sur les résultats d'un test de diagnostic. Et cette nouvelle chaîne représente un investissement de 2 600 000 €. Le laboratoire isérois Oriade Novial réalise 90 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 800 collaborateurs. Cette plateforme de bactériologie est sélectionnée par Classe Affaires pour le prix Innover pour gagner. Il est remis chaque année en mars lors du forum du même nom au World Trade Center. Développement personnel, bien-être au travail, épanouissement, voilà des notions qui réinterrogent le lien entre entreprise et société en général, partant du principe que le succès économique est directement corrélé à l'harmonie au travail. Les managers sont donc nombreux à revoir leurs méthodes d'intéressement et d'implication. Il y a quelques années déjà, Grenoble École de Management a décidé de faire rimer paix et économie en créant une chaire spéciale. C'est Dominique Steller qui en a la responsabilité. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur associé à Grenoble École de Management. C'est vous donc qui pilotez cette chaire. Vous êtes même à l'origine de trophées de la paix économique. Tout à fait. Ce sont des trophées qui sont apparus parce que les dirigeants qui nous ont aidés à créer la chaire, au bout de 3-4 ans, ont commencé à dire finalement ce qu'on fait ensemble marche bien. Et on aurait envie que ça se sache un peu plus et d'agrandir le réseau d'entreprises qui, comme nous, ont envie d'aller vers une économie qui soit plus responsable. Alors, c'est des trophées qui seront remis le 14 mai prochain. Pour saluer quel type d'entreprise et d'organisation ? Alors, on a voulu, un peu comme dans la création de la chaire, on a voulu vraiment que ce soit le plus large panel possible. Donc, on a 3 types de catégories dont je vais parler tout de suite, qu'on a découpées en 3 tailles d'entreprises, des plus petites jusqu'à des multinationales. Mais surtout, au-delà des entreprises, ça a été aussi ouvert aux administrations et aux associations. Un des projets, par exemple, est porté par des entreprises privées avec une sous-préfecture et une communauté de communes sur la question de territoire de paix, comment nous pouvons faire grandir ensemble un territoire en combinant l'ensemble de ces acteurs-là. Les 3 catégories, en fait, une des catégories va parler du développement de la personne, donc des entreprises qui disent à un moment donné, l'un des sujets qui nous intéresse, c'est comment on permet à une personne de s'épanouir dans son temps de travail. Deuxième catégorie concerne beaucoup plus les dimensions relationnelles et managériales. Une entreprise qui se dit quelle est notre culture managériale et comment on peut transformer cette culture pour qu'elle permette à la fois un épanouissement des personnes mais aussi de l'entreprise. Et troisième catégorie, épanouissement de l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est la catégorie la plus vaste. Je vais prendre 2 exemples. Une entreprise qui s'intéresserait à son contrôle de gestion en disant un contrôleur de gestion n'est pas juste un contrôlant, il est aussi quelqu'un qui accompagne, il est aussi quelqu'un qui aide à développer. Comment on peut transformer le regard qu'on porte sur un contrôleur pour qu'il ait un autre rôle. Ou une entreprise qui dirait, dans mon métier des achats, comment est-ce que je peux passer d'un système d'achat où on est plutôt chez des cost killers à des acheteurs qui soient plutôt responsables ou qu'on appelle nous pacifiés en fait. Donc 3 zooms d'intérêt et puis 3 types d'entreprises. Effectivement, les entreprises, les PME, PMI, les ETI et les grandes multinationales. C'est ça. Associer la paix et l'économie, ça peut paraître un peu anachronique. Souvent, effectivement, le vocabulaire de l'économie est assez belliqueux. On parle de guerre commerciale, on parle de stratégie offensive. Comment c'est né cette notion de paix économique ? Alors, c'est clairement né sur ce que vous venez d'évoquer, en fait. C'est clairement né à un moment donné sur un constat très fort de dire on est réellement en guerre économique et ça détruit. Si je le ramène, moi j'ai été pendant longtemps un spécialiste des aspects liés au stress et à la violence au travail. Si je le ramène à cet endroit-là, on sait très bien que dans le monde du travail, il peut y avoir une dégradation de la personne, de la dignité humaine, ce qui est devenu chez nous le focus principal. Donc ça, c'est un point particulier. On sait que ça provoque des dégradations du lien à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. On sait qu'il y a un délitement du lien social qui peut être lié à ces problématiques de compétition entre entreprises, voire compétition internationale. Et puis enfin, il y a aussi une dégradation de la nature. Tout à l'heure, on parlait d'investissement responsable. Donc la question de paix est vraiment apparue en disant mais s'il y a guerre d'un côté, on doit pouvoir imaginer un mode de fonctionnement qui soit plus pacifié.
Alors, cette chaire qui a été créée à GEM, elle n'est pas récente, elle date de 2010. C'est parti sur quel constat ? En fait, je vais partir d'une phrase. On avait écrit à l'époque un petit ouvrage qui s'intitulait « Éloge du bien-être au travail ». Et un dirigeant bien connu sur la région qui s'appelle Antoine Raymond m'appelle en me disant « J'aimerais qu'on se voit parce que je voudrais qu'on partage des choses communes ». Et une des premières choses qu'il va me dire, c'est « Si on continue de faire des affaires telles qu'on les fait, nous allons nous détruire les uns les autres ». Quand il disait détruire, il ne parlait pas de son marché, il parlait de se détruire. Et ça a eu une résonance chez moi assez forte, qui était déjà centrée sur les problématiques de bien-être et de paix. Donc la question est devenue, et c'est comme ça que la chaire a été créée initialement, peut-on imaginer un lieu dans lequel des chercheurs et des dirigeants pourraient penser de nouvelles façons de faire des affaires ? C'était vraiment ça l'engagement initial. Mais est-ce qu'on parle là d'une alternative à l'hypercompétition qui fait des dégâts ? Est-ce qu'on en est à parler de décroissance ? Alors, ça dépend ce qu'on met derrière décroissance. Si décroissance, ça voudrait dire un retour arrière, on n'est absolument pas en train de parler de cet élément-là. On est plutôt en train on a décalé le regard qui est porté, je vais dire, usuellement sur l'entreprise, qui s'arrête trop aujourd'hui à faire du profit. Si vous demandez à une personne dans la rue à quoi sert le corps médical, cette personne va vous dire le corps médical sert à apporter la santé dans la vie de la cité. C'est-à-dire qu'elle fait bien le lien entre la fonction et son rôle sociétal. Si vous demandez à quoi sert un juriste, la personne va dire elle sert à apporter la sécurité dans la vie de la cité. Si vous demandez à quoi sert une entreprise, très souvent les gens vont dire à faire du profit financier. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent un cran avant et ils ne regardent pas ce profit comme étant la richesse que l'entreprise va amener, et ça va être sa contribution sociétale. Et donc ce travail de paix économique, il est là. Il est de dire l'objet n'est pas de décroître, l'objet est de poser la question dans les bénéfices d'une entreprise, quels sont les maléfices qui sont intégrés à ces bénéfices, non pas pour réduire les bénéfices, mais plutôt pour les faire progresser en réduisant ce qui dégrade à l'intérieur de ces bénéfices-là. Alors précisément, développer une politique de paix économique à l'intérieur d'une entreprise, ça crée de la richesse, ça favorise la productivité d'une entreprise ? Alors, la première richesse que ça crée, c'est de la richesse humaine en fait. Dans les axes, si je prenais certains thèmes, mais vous en avez cité tous les deux tout à l'heure certains de ces thèmes, si à un moment donné je m'intéresse à la bienveillance, si à un moment donné on a fait entreprise il y a très longtemps, si je remonte à, allez, on va dire moins 10, moins 12 000, quand tout à coup les hommes se rassemblent et disent on va se mettre ensemble parce qu'ensemble on est plus puissant et parce qu'ensemble chacun va pouvoir contribuer à la société, quand ces gens se mettent ensemble, leur intention c'est mieux fonctionner, c'est se sentir bien, c'est s'épanouir, c'est se développer, c'est se protéger, c'est être en sécurité, c'est tous ces éléments-là. Donc le point focus, il est vraiment là et il se trouve que pour que ça puisse fonctionner, on a besoin d'entreprises performantes. C'est-à-dire, ce qu'elles vont apporter, c'est réellement d'être compétitives, de pouvoir aller sur les marchés, de pouvoir proposer des biens et des services qui seront plus efficaces et qui donc, au final, permettront à la société... Donc, ce n'est pas du tout antinomique avec le fait de faire des profits et absolument pas antinomique. Par contre, la question, c'est, si on fait des profits, oui, mais pourquoi ? Est-ce qu'on n'est pas quand même un peu, pardon de la provocation, dans le monde des bisounours? Parce que finalement, si on est les seuls, allez, on va dire en France, à faire de la paix économique, on est quand même à la merci de nos concurrents étrangers. Oui, la question des bisounours, elle apparaît tout le temps donc, dans cette question de paix économique. Elle apparaît, à mon avis, pour une petite phrase qui traîne dans nos esprits depuis très longtemps d'un point de vue culturel, qui serait « l'homme est un loup pour l'homme », qui serait de tenter de nous faire croire depuis très longtemps qu'il faut qu'on soit attentif à notre voisin, parce que notre voisin va nous croquer si on n'y fait pas attention. Quand on regarde dans les champs académiques, on se rend compte que cette phrase, premièrement, historiquement est fausse, elle n'existe pas en tant que telle. Plaute l'a dit la première fois, on est dans la Rome antique, et Plaute fait dire à un de ses acteurs « l'homme est un loup pour l'homme, qu'il ne connaît pas ». C'est-à-dire que Plaute nous dit « attention, quand il y a quelqu'un que tu ne connais pas, il faut avoir un minimum de prévention parce que ». Et ça me va bien, ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dise qu'une entreprise doit être attentive, doit se protéger, doit sécuriser, doit faire attention à l'intelligence économique pour ne pas disparaître, c'est fondamental. Mais si je reste fermé sur ce lieu de danger, vous savez comme moi que si on passe notre journée à s'inquiéter de ce qui va mal fonctionner, tout ce qui va se passer, c'est que ça va mal fonctionner. Donc la paix économique dit quoi ? Elle dit, au-delà de ce risque potentiel, il y a aussi la possibilité de bien fonctionner ensemble. Comment fait-on donc pour bien fonctionner ensemble ? Bon, ceux qui connaissent un peu de stratégie militaire savent très bien que la paix n'est pas un effet de faiblesse. Tout à fait. Et c'est certainement bien plus dur. Je vais prendre un exemple commun, mais tout à l'heure, je crois que je l'ai pris en aparté sur la confiance. Je vais le reprendre là. Si on veut faire grandir la confiance dans une équipe aujourd'hui, tout le monde sait à quel point ça va prendre du temps. Tout le monde sait à quel point c'est sensible, c'est difficile, c'est long, ça demande un investissement important. Tout le monde sait que ça peut être détruit en un claquement de doigts. Ce que j'aimerais que les gens entendent, c'est ça sera détruit en un claquement de doigts parce que la vie... Pas parce que négatif, parce que la vie. La force, c'est
comment ce manager qui veut faire naître la confiance va être capable de se relever quand ça aura été détruit et de dire « je continue ». Dans une entreprise, quand on veut développer une politique de paix économique, quels sont les grands principes clés sur lesquels on s'appuie? Ce n'est pas uniquement les collaborateurs en interne. Non. Je crois que le premier grand principe, c'est ce que j'énonçais tout à l'heure, c'est est-ce que le dirigeant de cette entreprise ou les dirigeants de cette entreprise ont une vision de l'entreprise comme étant contributrice de la cité? Je crois que c'est vraiment le point initial. Si une banque a un sens, c'est bien parce qu'elle va rendre un service. Donc quand l'entreprise reprend cette place-là, vous savez, aujourd'hui, il y a encore énormément d'entreprises dans lesquelles la motivation principale n'est qu'une motivation extrinsèque. On vous dit, si tu réussis, tu auras un bonus complémentaire. Si on reste à cet endroit de la motivation extrinsèque, on perd ce que je suis en train de raconter. Donc si l'entreprise reprend cette place et revient dans cette idée de « je contribue », alors ça va mieux. Peut-être que le cran d'en dessous, pour ne pas aller trop loin, sont les valeurs. Beaucoup d'entreprises ont travaillé sur les valeurs, beaucoup d'entreprises affichent les valeurs. Et très très vite, il y a un malaise qui existe, c'est qu'il va y avoir un décalage entre la vie de tous les jours et les valeurs affichées. Donc le point est comment cette entreprise va mettre en acte, va mettre en action journalièrement, aujourd'hui, maintenant, va mettre en acte ces valeurs-là. Et vis-à-vis de tous ses partenaires, à la fois les concurrents, les fournisseurs, évidemment les salariés. Exactement, et c'est quand on nous demande de faire une définition de la paix économique, c'est un des endroits sur lesquels on avance, c'est de dire finalement une entreprise est bien en lien avec un ensemble de parties prenantes. Et elle commence à avancer sur ce chemin-là quand elle ne joue plus à manipuler ses clients, quand elle ne joue plus à détruire ses fournisseurs, quand elle ne joue plus à dégrader la nature, et quand voire même elle pense à l'épanouissement de ses concurrents. Pour être provocant, moi aussi. On revient sur ces notions de responsabilité sociétale. Oui, et puis de développement dans la durée. Moi, je souscris totalement à vos propos. C'est un chemin qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus exigeant, mais qui est tellement plus enthousiasmant et porteur de sens. Voilà. Vous évoquiez de s'y engager. Vous évoquiez Antoine Raymond, donc de la grande entreprise multinationale à Raymond, qui est à l'origine de cette chaire à GEM. Il y a d'autres grandes entreprises locales qui participent à ce mouvement. HPE est présente. Bolofotalu, qui est une société de Chambéry, qui est un concurrent d'Antoine Raymond. Et c'était pour nous important qu'on ait dans cette chaire des gens qui soient concurrents. Concurrent, les gens se trompent souvent. Concurrent, ils l'imaginent face à face. Concurrent, l'étymologie, c'est courir avec. C'est côte à côte. Et avoir un environnement concurrentiel sain, c'est pouvoir grandir ensemble. Donc, Bolofotalu, je dois oublier MMA, je dois oublier des sociétés plus petites, Antoine Cros, Guichon Valve. Enfin, il y a tout un ensemble d'entreprises du tissu grenoblois et rhône-alpin. Donc là, vous allez remettre 9 prix, je crois. C'est ça. Combien d'entreprises ont concouru? Donc 75 dossiers, ça c'était l'immense surprise de la chose. 75 entreprises, de l'entreprise unipersonnelle à la multinationale qui dit nous voulons nous mettre sous ce drapeau de la paix économique. C'est vraiment un vrai succès. Les trophées de la paix économique organisés par Grenoble École de Management, remis le 14 mai. Et c'est une première en France, peut-être même dans le monde? Tout à fait. Merci en tout cas Dominique Steller d'être venu nous en parler. Dans un instant, une histoire de famille et de passion. En 3 décennies, elle a abouti à un savoureux succès. Et je ne parle pas de cette succulente petite pâtisserie de crème au beurre praliné quand j'évoque le terme de succès. J'évoque plus globalement le parcours du chardon bleu, une valeur sûre, grâce à une recette, l'innovation à la fois dans les produits réalisés et les services proposés. À tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble, bien sûr avec Alain Denisot, notre consultant. Dans un instant, focus sur les 30 ans du chardon bleu à Grenoble. Pâtissier, chocolatier, traiteur, c'est une réussite exemplaire, forte d'une 40aine de salariés et de recettes uniques. Très bel exemple de l'innovation à la mode artisanale. Mais avant cela, la traditionnelle question de l'internaute dans Classe Affaires. Vous pouvez nous envoyer vos questions, notre expert y répond. Alain, cette semaine, une question de Fatia qui veut savoir à quoi correspond la notion de croissance organique. Alors la croissance organique, on l'appelle aussi la croissance interne, par opposition à la croissance externe, c'est la capacité pour une entreprise de se développer, de grossir par ses propres moyens, sur ses marchés ou en dehors de ses marchés, mais c'est une croissance que l'on fait avec ses propres ressources, dans son propre périmètre. À l'inverse, la croissance externe, c'est une croissance qui se fait par acquisition, par fusion, et qui donc agrège d'autres métiers, d'autres structures, pour explorer d'autres domaines d'activité ou d'autres marchés. On dit parfois que la croissance organique est plus simple que la croissance externe.
Je crois que ça se discute, parce qu'aller chercher de la valeur, de la richesse sur ce qu'on sait bien faire, c'est parfois encore plus difficile, parce qu'il faut développer de nouveaux savoir-faire, développer de nouveaux marchés. Ce qui est certain, c'est que la croissance organique peut être plus longue dans le temps, plus lente, parce qu'elle s'appuie sur un savoir-faire cœur. La croissance externe, donc, qui est souvent suite à une acquisition, est plus risquée, doit être plus rapide, parce qu'il faut rentabiliser l'acquisition quand on est une entreprise. Donc voilà. Et souvent, les deux sont complémentaires. Les entreprises font de la croissance organique, interne, et parfois des opérations de croissance externe. Merci. Un très bon exemple dans un instant de croissance organique avec le chardon bleu. Si vous aussi, vous voulez des précisions sur une notion économique ou sur un mécanisme financier, sur un placement aussi, eh bien, écrivez-nous. Alain vous répondra avec plaisir. classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse. Sa meilleure recette, c'est de savoir mélanger un tour de main artisanal, un sens de l'innovation et un goût pour le service. Jean Bossy avait-il, il y a 30 ans, en créant le chardon bleu, l'idée de la référence que deviendrait cette enseigne, cette marque, un métier pourtant très traditionnel, pâtissier, chocolatier, traiteur. Aujourd'hui, le chardon bleu, ce sont 3 boutiques, 1600 à 2000 clients chaque jour et 42 salariés. Jean Bossy, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre fille Manon qui travaille également à vos côtés. Bonjour Manon. Merci à tous les deux d'être avec nous. Le chardon bleu qui fête ses 30 ans. Bon anniversaire. Merci. Est-ce que vous saviez il y a 30 ans que l'aventure durerait aussi longtemps? Non, honnêtement non. On l'espère toujours. Voilà, exactement. Aujourd'hui, je le disais, trois boutiques. Alors la première boutique, c'était Cours Jean Jaurès avec l'appartement au-dessus. On est bien loin aujourd'hui de ce qu'est le chardon bleu. Donc effectivement, on a repris une vieille boulangerie qui était au 17 Cours Jean Jaurès en 89. Et c'est une boulangerie qu'on a fermée en 2010 quand on a ouvert Alsace-Lorraine, la boutique d'Alsace-Lorraine, qui rassemblait tous nos métiers, mais de manière beaucoup plus novatrice. Voilà, qui illustre parfaitement cette notion de croissance organique. On vend d'un côté pour racheter plus grand de l'autre. Alors le chardon bleu, c'était la référence à ce petit chocolat, le chardon bleu des Alpes. Et cette première boutique, d'ailleurs, elle était toute bleue. Exactement, oui. C'était votre femme, Guylaine, voilà. qui avait eu le sens de la déco à l'époque et qui a marqué comme ça l'empreinte de la marque. Les filles étaient juste au-dessus. Manon, Charlotte, votre sœur. Vous avez grandi derrière le comptoir. Oui, exactement. Ça derrière vous a donné le virus et dans le laboratoire. Ça vous a donné le virus? Oui, bah oui. Comment vous avez... Alors aujourd'hui, vous gérez une des 3 boutiques. Comment vous vous êtes intégré dans cette aventure qui, au départ, finalement, était celle de vos parents? Oui, je me suis toujours... en fait, je me suis toujours imaginé travailler au sein de l'entreprise familiale. Et c'est sur la fin de mes études que je me suis dit, allez, on y va. C'est le moment. C'est dans le sang. C'est ça. Effectivement, quand on grandit derrière le comptoir et qu'on est élevé au chocolat, parce que finalement, vous étiez aussi dans le laboratoire. Oui, oui, oui. En 30 ans, pas mal de déménagements quand même, pas mal d'agrandissements, d'investissements. Comment ça s'est passé, cette croissance organique? Tout s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Alors je pense qu'effectivement, il y a des périodes de forte croissance ou de grosses responsabilités dans les décisions, mais autrement, c'est du développement durable. C'est ce que j'appellerais du développement durable. C'est de la gestion raisonnée. Et donc, c'est petit à petit que les choses se mettent en place et se font. Ça veut dire que quand une opportunité d'achat se présente et qu'on a un peu de trésorerie, on investit. En gros, c'est ça? Où est-ce qu'on prend des risques? Quel est le niveau de risque que vous avez pris? Il y a des risques qui sont pris. Il y a toujours des risques qui sont pris. Et ensuite, il faut les assumer. C'est-à-dire que quand on prend une décision, après, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Même si il est arrivé que ce soit compliqué, mais si on suit un cap et puis à ce moment-là, ça fonctionne. Aujourd'hui, 3 boutiques, dont un salon de thé, un laboratoire, sont des métiers évidemment très, très différents. Vous êtes en prise directe avec les clients. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Un lieu
Un lieu d'échange, je pense. Oui, maintenant, c'est ce qu'ils viennent beaucoup rechercher. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a maintenant des salons de thé avec de la consommation sur place qui marchent très bien et où on a de plus en plus de clients qui viennent consommer sur place. Voilà, viennent chercher de l'échange. Alors évidemment, s'ils viennent chercher de l'échange, c'est que les produits ont déjà fait leur notoriété, des produits faits maison, des produits artisanaux. À l'occasion des 30 ans, vous lancez même votre propre marque de café, c'est ça ? Effectivement, on a lancé notre marque de café. Tout simplement, enfin, il y a plus de 20 ans qu'on vend beaucoup de café. On vendait beaucoup de café en B2B, hein, sur tout ce qui est réception entreprise. Et on s'est mis à vendre du café donc en 2010 en ouvrant Alsace-Lorraine. Effectivement, en ouvrant la boutique, on ne savait pas trop, je dirais, quelle machine à café choisir, tout simplement. On ne se rendait pas du tout compte des volumes. Et aujourd'hui, le café représente nos plus grosses ventes dans les boutiques. C'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires en café assez important. Donc autant vendre le sien, effectivement. Et effectivement, donc on fait travailler Freka, qui est le torréfacteur historique de Grenoble. Et en partenariat avec eux, on en était amené à créer notre propre marque de café et nos propres mélanges, qui sont bien sûr entièrement artisanaux, pour marquer la différence avec la concurrence. Alors dans vos boutiques, ce sont 1600 à 2000 clients qui se pressent chaque jour. On va découvrir ces espaces que les gourmets grenoblois apprécient parfaitement. Petite visite commentée avec ce reportage de Laurie Baillet. Au Chardon Bleu, c'est une histoire de famille et de passion. Créée en 1989 par Guylaine et Jean Bossy, la boulangerie-pâtisserie grenobloise propose des douceurs sucrées et salées, des postes gourmandes et une cuisine traditionnelle. Au Chardon Bleu, c'est aussi un service traiteur artisanal et une brigade d'une quinzaine de personnes. Il y a 3 boulangers, il y a 2 viennois, il y a 4 pâtissiers, il y a 4 cuisiniers, il y a 2 chocolatiers. Alors, quand vous mangez un plateau du Chardon Bleu, vous allez avoir la représentation des 5 métiers sur votre plateau. En passant par les terrines de légumes ou de poissons, les entrées, vous allez avoir les plats avec tous les cuisiniers qui interviennent. Ensuite, vous avez les pâtissiers qui interviennent pour les desserts et le chocolatier qui intervient pour les petits chocolats pour le café. Au Chardon Bleu, les produits sont fabriqués maison de A à Z, ici dans ce laboratoire de 450 mètres carrés. De la baguette aux pièces cocktail et au plateau repas, tout est made in Grenoble et les producteurs sont locaux. Là, on peut échantillonner un petit peu ce qu'on a. Tout ce qui est farine arrive du Trièves avec la minoterie Coréard. Ensuite, on a tout ce qui est... notre jambon, ce sont uniquement des porcs de montagne, ce qui permet d'éliminer tout ce qui est élevage industriel du Nord. Donc, c'est le Club Saveur. Ensuite, on a, bien entendu, on fait travailler la laiterie Gilbert, pour tout ce qui est lait, crème et fromage. Et pour tout ce qui est légumes, on travaille avec le MIN, le marché d'intérêt de Grenoble, ce qui nous permet d'avoir des légumes frais tous les jours. Et ce n'est pas tout. Le beurre est AOP Charente-Poitou, les jus de fruits proviennent de la ferme bio Marjorie et le café est également un mélange maison. 42 salariés, un savoir-faire et donc des approvisionnements locaux. Vous dites d'ailleurs, je suis grenoblois et fier de l'être, je veux le rester. Effectivement, c'est la grosse évolution qu'il y a eu sur les 10 dernières années. Jusqu'à il y a 10 ans, ce qui était important, c'était d'arriver à bien produire, à maîtriser la production, à faire travailler des équipes. Et depuis 10 ans, on a énormément travaillé et on continue à travailler tous les jours sur les achats. On monte en qualité au niveau des achats de matières premières. Là, depuis janvier, on a toute notre charcuterie, notre salaisson est passée sans sel nitrité.
Donc c'est vraiment la grosse différence qu'il y a eu sur les 10 dernières années, c'est vraiment la qualité des achats et bien entendu sur tout ce qui est régional. Alors aujourd'hui, le chiffre d'affaires, c'est plus de 3 millions d'euros, hein, les 2 tiers dans les boutiques et puis 1 tiers pour cette fameuse activité de traiteur. On a parlé dans le reportage de plateaux qui se développent avec les petits déjeuners, les pauses café, les plateaux repas. Où est-ce qu'ils sont Enfin, vous confectionnez tout, c'est ce qu'on comprend dans le reportage. On fait tout avenue Albert Ier de Belgique. Également une activité plus générale de réception, alors là, dans laquelle vous gérez tout de A à Z, pas uniquement ce qui se consomme. Exactement. On organise des événements, on est co-organisateur de Innover pour gagner. Et donc, à ce moment-là, on prend en charge la totalité de la gestion de l'événement pour l'entreprise. Oui, de l'installation des tables jusqu'à ce qu'on mette dessus, pour être clair. Exactement. Alors tout cela, on l'évoquait en facilitant les circuits courts, les producteurs locaux, les fournisseurs connus. Je pense notamment à Maxime Lafranceschina de Charlie Primeur, à Cessiné, élu meilleur ouvrier de France, avec lequel vous travaillez notamment pour les fruits et les légumes. Nous travaillons avec 2 types de clients. On va avoir nos clients particuliers qui viennent au magasin tous les jours du mardi au dimanche. Et puis après, on a aussi des professionnels que nous livrons. Alors que ce soit dans la restauration, dans la boulangerie. Par exemple, nous allons avoir le Chardon Bleu à Grenoble qui nous fait confiance pour ses oranges, pour ses jus de fruits frais dans ses magasins, où nous lui sélectionnons certaines variétés d'oranges qu'il a éprouvées avec nous et qu'il le satisfait pour ses clients. Alors que ce soit de la sanguine de Sicile, que ce soit des navellates d'Espagne, et il a son jus d'orange fait devant lui et qui est consommé immédiatement. Ça, c'est vraiment quelque chose de particulier pour que le Chardon Bleu réalise, car peu vont s'ennuyer à faire pareil service de qualité. Il est tellement plus facile d'ouvrir une bouteille et de servir un jus d'orange. Voilà, pas de ça au Chardon Bleu à Manon, c'est ce que vous dites tout à l'heure, on vient chercher le cadre, on vient chercher le produit, oui. Et ça va jusqu'au jus de fruits. Et le service. Et le service. Qu'est-ce qui fait la différence en matière de service ? Par exemple, ça, le fait qu'on fasse notre jus d'orange, ça prend peut-être plus de temps, mais c'est mieux pour le client. Ça fait la différence, évidemment. Ça fait la différence. Bon, là aussi, il y a une très belle aventure, Charlie Primeur à Cessiné, puisque c'est le grand-père qui a créé l'entreprise dans les années 60. Peut-être une idée d'ailleurs de future saga à découvrir dans Classe Affaires. L'innovation, un mot, je le disais, innover sur le service, innover sur le produit. Ça veut dire qu'en termes de produits, vous créez des parfums, vous créez des pâtisseries particulières ? Alors, on crée des parfums. Après, on s'appuie énormément sur la tradition au niveau de la production. Je crois que ce sont vraiment les méthodes de consommation qui évoluent et il faut être capable d'évoluer avec ces méthodes de consommation. C'est pour ça qu'on a fait évoluer de manière très importante les boutiques. Et pour exemple, en réception, aujourd'hui, on est capable de faire manger beaucoup d'invités debout avec très peu de buffets et les gens sont capables de manger debout une entrée, un plat, du fromage, un dessert, un repas complet de manière très très fluide et qui fonctionne très bien. De façon pratique, en gros. De façon pratique et bonne, avec des bons produits. Exactement. Voilà, c'est effectivement ce que je comprends. Bon, on enregistre cette émission quelques jours à peine après les fêtes de Pâques. C'est évidemment un grand moment pour un chocolatier. Ça s'est passé comment, Jean ? Mais je crois que ça s'est très bien passé. Tous les ans, ça se passe bien. C'est un moment à ne pas rater, c'est quoi ? C'est 20% un moment du chiffre qu'il ne faut pas rater, c'est 15 à 20% du chiffre au niveau de tout ce qui est chocolat. Manon s'occupe beaucoup des réseaux sociaux et arrive à développer ce chiffre de manière assez importante et régulière. Ah oui, on communique sur les réseaux sociaux comment ça se passe ? Ça se passe... Dans des photos, parce photos, que les produits doivent être beaux, on les voit à l'image. Là. Oui, ça aide. Oui. Exactement. Mais tous les jours, il faut mettre plusieurs photos. Et vous avez des retours directs des clients ? On a beaucoup de retours. Ah, ça alors.
Alain Denisot, belle entreprise sur une activité au départ très traditionnelle. Oui, extrêmement tentant à voir les images déjà. Et puis je trouve que c'est une très belle réussite, félicitations, je peux me permettre. Et puis vous incarnez bien effectivement un modèle de développement responsable. Vous disiez tout à l'heure raisonné, voilà, mais développement raisonné, je pense que c'est circuit court, économie régionale, proximité du client, produits de qualité, un cercle vertueux qui montre que ça fonctionne. Enfin, moi, je trouve exactement. Ça superbe. Jean Manon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Alain Denisot. Classe Affaires à voir et à revoir sur télégrenoble.net, bien sûr. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le Club de l'économie en Isère. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire.